Dans la banlieue de Nantes, chaque jour est une course pour Robert Daudine et Erwan Aumont. Ils sont cadres dans cette entreprise de 40 personnes, une PME qui fabrique des équipements pour bateaux, comme cette ancre. La petite société ne va pas très fort, alors les salariés ont décidé de se battre. Pour les livraisons par exemple, ils font avec les moyens du bord. Aujourd'hui, les transports, compte tenu qu'ils n'ont pas été payés, on ne peut pas toujours avoir les transporteurs qui vont bien. Donc quand on doit prendre sa voiture, on prend sa voiture, on va livrer le client. Erwan le fait, tout le monde le fait. À 400 km de là, en région parisienne, Bruno Arasa multiplie lui aussi les efforts pour son entreprise. Il y a 6 mois, il a repris cette imprimerie et ses 80 salariés. Elle produit des magazines. Tous les jours, Bruno se démène pour donner un avenir à sa PME. Il doit par exemple faire avec des machines vieillissantes qui utilisent trop de papier. Clairement, il y a les couleurs qui ne sont pas bien repérées. Pendant tout ce temps-là, le papier défile, il est utilisé, mais il est non vendable, on va dire. Donc ça va à l'intérieur du ben. Pour nous, c'est de la perte. Des équipements récalcitrants, des livraisons à faire soi-même, de longues heures de travail, mais surtout beaucoup d'espoir. Voilà le quotidien de ces petits patrons qui tentent de sauver leur entreprise. En France, les PME en situation difficile sont de plus en plus nombreuses. Au cours des 12 derniers mois, 56 000 ont déposé le bilan, des milliers d'emplois disparus. Mais dans ce contexte compliqué, certains ont décidé de se relever les manches. Au cœur de l'été, nous avons ainsi suivi le destin de cet imprimeur et de ses fabricants de matériel nautique. Deux sociétés où patrons et salariés refusent de baisser les bras et luttent côte à côte. Vont-ils surmonter ces épreuves? Comment préserver le maximum d'emplois? Ces dirigeants sont prêts à tous les sacrifices pour assurer la survie de leur boîte. Portrait de ces Français qui veulent résister à la crise. Dans toutes les PME, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. L'argent qui sort et qui rentre dans les comptes. Bruno Arasa, le tout nouveau PDG de l'imprimerie Hélio-Corbeil, installé dans l'Essonne, a dû apprendre à vivre avec cette obsession. Chaque dépense devient un sujet épineux. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est regarder la trésorerie, regarder si nos factures clients ont bien été honorées. Voilà, ça, c'est le premier réflexe que j'ai quand je me lève, quand je mets le pied par terre le matin, c'est ça. Du coup, chaque jour, quand il arrive à l'usine, Bruno n'a qu'une hâte, savoir comment tourne son imprimerie. Sa journée commence donc systématiquement par cette réunion. Bonjour, Bruno. À 6h80. Autour de la table, des cadres. Ils surveillent la production. L'usine fonctionne en 3/8. Un problème, un retard, cela peut vite devenir de l'argent perdu. 80 000 à 6h, 130 000 à 9h. On avance sur le planning, en fait. Légèrement. Ce matin, pas de souci. Bruno est soulagé, au moins pour quelques heures. Car la santé de l'imprimerie reste précaire. Elle vient tout juste d'éviter la liquidation. C'est la mobilisation des salariés qui a permis de la sauver. Petit retour en arrière. Il y a 4 ans, Hélio-Corbeil est acquise par un fonds de pension néerlandais. Au début, cela fonctionne à peu près, mais peu à peu, les actionnaires jugent l'entreprise pas assez rentable. Au point que, fin 2011, ils veulent même s'en débarrasser et la placent en redressement judiciaire. Pour sauver leurs emplois, les ouvriers manifestent et tentent alors le tout pour le tout, racheter leur entreprise. À l'époque, Bruno, avec ses cheveux longs, n'a rien du patron. Il est délégué CGT. Puisqu'il n'y a aucun industriel qui décide de prendre Hélio-Corbeil, on se dit que les salariés vont le faire. Un an plus tard, les salariés ont tenu parole. Hélio-Corbeil est sauvé. Car les 80 ouvriers de l'imprimerie sont devenus les propriétaires de l'entreprise. Chacun a investi 8 000 € en échange d'une partie du capital. Ils ont fondé ce qu'on appelle une SCOP, une société coopérative et participative. Attends, ne bouge pas. Chaque ouvrier a conservé son poste, tous sauf un, Bruno.
Désormais, il a changé de coupe et quitté sa permanence syndicale pour le bureau de l'ancien directeur. Ça matérialise, on va dire, la réussite de notre projet de reprise. Je trouve que c'est satisfaisant, mais plus pour la réussite collective que pour la réussite individuelle ou pour le confort matériel que ça représente. Et Bruno, comme les autres salariés, a de quoi être satisfait. Les débuts de leur scope sont plutôt bons. Elle imprime chaque semaine 10 millions de magazines. Mais face à la concurrence, il faut se maintenir dans la course. Et pour cela, les machines sont primordiales. Or, dans l'imprimerie de Bruno, elles commencent à prendre de l'âge. C'est sur ces machines-là qu'on fait l'intégralité de notre production. Celle-là a été mise en route fin 1989 et celle-là fin 1990. Ce matin, justement, Bruno a été appelé dans les ateliers. Une des machines fait des siennes. En t-shirt rouge, Guy est responsable de la technique. Guy. Non, on avait lancé les bonnes feuilles, on les avait finies, mais il a trouvé un goberlot. Mais le problème... Un goberlot, c'est une petite tache sur le papier, des marques provoquées par des salissures dans la machine. Celle-ci doit être arrêtée. Pour Guy et ses équipes, branle-bas de combat. Patrick, baisse les pressions. Si la SCOP ne veut pas perdre trop d'argent, il faut nettoyer et relancer la chaîne au plus vite. Ici, les ouvriers mettent tous du cœur à l'ouvrage. C'est la première fois qu'on a la possibilité d'avoir, entre guillemets, notre destin en main. À la limite, si tout le monde tire dans le même sens, eh ben, ça fait avancer l'entreprise. Tu as du papier dans la cassette, c'est pour ça que ça déchire à tout va. Je comprends pas. Au lieu de le faire tout de suite, il le fait après. C'est complètement dingue. Tiens, regarde, Même s'ils sont motivés, pour Guy et les cassette. ouvriers, il y a tout de même urgence. Regarde. Pour rester compétitifs, Voilà. il leur faut Voilà pourquoi absolument ça se moderniser. Mais comment investir quand on a peu d'argent et que la trésorerie est sur le fil? Bruno a peut-être trouvé une solution, être débrouillard. Le lendemain à l'aube, le jeune PDG a ainsi rendez-vous avec Pascal, un collègue, et Jean-Yves, un commercial. Pour renouveler les machines, ils ont trouvé un très bon plan. Ils ont entendu parler d'une vente aux enchères où on annonce des prix cassés. Elle a lieu à 400 km de là, à Sarreguemines, dans l'est de la France. Dans cette entreprise en liquidation, tous les outils sont en vente. Une bonne occasion pour Bruno de trouver du matériel à prix cassé. Pourtant, le PDG de l'imprimerie ne semble pas très heureux d'être ici. Ça attriste forcément. Enfin, le premier réflexe, c'est de se dire, c'est de penser à tous ces gens qui devaient se lever tôt le matin comme nous on l'a fait aujourd'hui, mais qui venaient, qui travaillaient, qui faisaient vivre leur famille. Voilà, enfin, c'est... Il n'y aurait pas eu le projet Scope, on serait peut-être... Elio Corbeil pourrait peut-être être comme celle-ci. Arrêté. Pour éviter que son imprimerie ne connaisse le même sort, Bruno espère trouver des machines au plus vite. Ici, elles peuvent coûter 50% moins cher que des neuves. C'est une banderoleuse, c'est ce qui sert à, on va dire, mettre un film plastique autour des palettes pour que dans le transport, ça puisse se maintenir. Enfin, voilà. Là, c'est 2005, Cette banderoleuse, Bruno en aurait bien besoin pour empaqueter les magazines dans son imprimerie. Pour l'obtenir, il se rend avec ses collègues à quelques pas de là, dans la salle des fêtes de la ville. C'est là que se déroule la vente aux enchères. Les machines défilent les unes après les autres, jusqu'à la banderoleuse. Bruno est tendu, la mise à prix est à 3 000 €. Qui veut que 4 000, personne veut 4 000, 4 000 €, 5 000. Qui veut que 5 000, personne veut 5 000, 5 000. Mais les enchères vont vite monter. Qui veut que 6 000, personne veut 6 000, à 7 000, j'ai 6 000 là-bas. Visiblement, l'imprimeur n'est pas le seul intéressé. Il va devoir batailler pour l'obtenir. Et 9 000 € pour la troisième, la dernière fois. Votre numéro, s'il vous plaît, 9 052. La dernière fois, il vous le laisse. Adjugé 9 000 €, le triple du prix de départ. Il faudra aussi y ajouter les coûts de démontage et de transport, soit au total 20 000 €, mais cela reste quand même une très bonne opération pour Bruno. Ça nous aurait peut-être coûté 50 000 € d'achat de neuf, plus des frais d'installation. Donc j'imagine à peu près au moins à 30 000 € d'économie.
78,000. De nouvelles machines, c'est un premier pas. Mais pour Bruno, la seconde étape sera cruciale. Il va lui falloir conquérir des clients supplémentaires. Un défi qu'a également relevé une autre PME à l'autre bout de la France. À Saint-Herblain, dans la banlieue nantaise, Robert Dodine lui aussi se bat tous les jours pour son entreprise. Elle fabrique des pièces de bateau, des hublots, des gouvernails, des portes de cabine, tout le matériel qui sert à équiper des navires de plaisance. Ouais, mais j'ai vu qu'il y avait une deuxième... Mais la société a un souci. Elle est en redressement judiciaire. Robert doit compter l'argent à l'euro près. On va essayer de la faire payer, mais pas certain. Au quotidien, il doit négocier les prix avec ses fournisseurs pour continuer à obtenir des matières premières. Sans elle, plus de production. D'ailleurs, Robert vient d'être appelé en urgence à la fonderie. Les ouvriers n'ont presque plus de quoi travailler. Le sable à noyau. Et là, j'en ai plus du tout. Là. On n'a plus de sable. Or, on est dans une fonderie sable. Il faut payer le fournisseur. Si le fournisseur n'est pas payé, on arrête la fonderie. Voilà. Si la fonderie s'arrête, impossible d'achever les commandes. Les clients ne seront pas livrés, c'est encore de l'argent en moins. Une menace qui pèse au jour le jour sur l'entreprise. En fait, Goyo est la filiale d'un très gros groupe, un géant du nautisme basé à Lorient. Celui-ci connaît de graves problèmes financiers, il est en passe d'être liquidé. Du coup, le petit équipementier pour bateaux pourrait suivre. Mais dans cette PME, deux cadres ont décidé de résister. Robert Dodine et Erwan Aumont veulent racheter cette branche du groupe. Ils veulent sauver Goyo. Ici, pas question de reprise par les ouvriers comme dans l'imprimerie parisienne. Robert et Erwan deviendraient leurs propres patrons. Ils ont déjà 100 000 € d'apport et un partenaire financier. Ça, c'est la location du camion. D'accord. On ne peut pas laisser ces 40 employés, ces 40 familles aller au chômage, surtout actuellement, alors qu'on a la possibilité, réellement, sur le plan industriel et commercial, on a la possibilité de la faire vivre, cette entreprise. Le dossier des deux cadres semble bien ficelé. Mais pour reprendre la boîte, ils doivent avoir le feu vert du tribunal de commerce. La décision va arriver dans quelques semaines. Et pour les juges, il y a un critère déterminant, le carnet de commandes. Les deux hommes doivent montrer qu'ils peuvent le remplir. Ça, c'est le travail d'Erwan, le directeur commercial. Aujourd'hui, il a un rendez-vous à La Rochelle. Il veut rassurer l'un de ses principaux clients, Fountaine Pajot, sur l'avenir de la société. Les commandes de ce constructeur représentent à elles seules 15% du chiffre d'affaires de Goyo. Le commercial est un peu stressé. Il sait qu'avec le soutien de cet industriel, le projet de reprise peut fonctionner. Mathieu. Bonjour François. Ça va bien? Oui. Bienvenue. Merci de me recevoir. On aura même une équipe qui va rester là. Il est reçu par Jean-François Fountaine en personne, le PDG de cette marque de bateau. Et il a de bonnes nouvelles pour Erwan. Dans l'atelier d'à côté, de nombreux catamarans sont en construction. Donc là, c'est les deux nouveaux bateaux qui vont être présentés dans les salons internationaux. Les deux. Avec l'un et le troisième, le Elia. Donc 1, 2, 3, il y en a déjà un qui a été mis à l'eau. Autant de bateaux en préparation, cela veut dire que le chantier naval va avoir besoin de beaucoup de pièces, et notamment de celles conçues par Goyo. C'est la nouvelle gamme qu'on va lancer l'an prochain avec pas mal d'innovations en termes de capot, de hublot. Erwan a bien fait de venir. Fort heureusement, on a des clients qui continuent à nous faire confiance, qui ont des bateaux à fabriquer avec nos produits. Si ce n'est pas nos produits, ce seront les produits d'un autre. Donc il faut que nous, on soit là. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Ce jour-là, nous n'assisterons pas à la négociation. Ah, bien sûr. Mais au bout du rendez-vous, le commercial en sort très satisfait. Bon bah écoute, à bientôt. Beaucoup. Tu me tiens au courant. Tu tiens Jean-Marc au courant également, parce qu'on a besoin pour les appros. Ouais. Merci. À bientôt. Courage, surtout. Le constructeur de catamaran n'a pas encore passé de commande ferme. Mais il a fait une belle promesse. Il est prêt à travailler avec Goyo, même après la reprise. Un bon argument auprès du tribunal. L'entreprise n'est pas encore sauvée, mais c'est un début. De quoi se réjouir en tout cas, car les bonnes nouvelles, ce n'est pas tous les jours. Hello, Mr. Robert.
Ce soir, dîner en famille pour les deux entrepreneurs, avec Charlotte, l'épouse d'Erwan. J'arrive tout de suite. Depuis qu'ils se sont lancés dans cette reprise, les deux hommes passent par tous les états, et ce n'est pas évident pour leurs proches. Bon, à nous, hein. Après une bonne journée de labeur. Ah bah c'est des montagnes russes hein, qu'on a eu dans leur projet. Hein. C'est tout est gagné, le lendemain tout est perdu, on recommence, on repart on repart à zéro, allez, bah, on y va, hein, c'est bon. Tant que le juge n'a pas statué, faut y aller. Hein. Tenter de sauver son entreprise, cela relève parfois du parcours du combattant. Alors ces derniers temps, Erwan comme Robert ont eu des petits coups de déprime. Il y a des moments, il y a tellement d'incertitudes qu'on a l'impression de ne pas pouvoir maîtriser son sujet. Donc à ce moment-là, on a tendance un peu à s'écrouler en se disant mais je ne vais pas y arriver, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne maîtrise pas ça, comment ça se fait que je ne comprends pas ça. Et on a vraiment des moments, des petits moments de solitude. Ça ne dure jamais très très longtemps, mais on a des moments où, heureusement qu'on a quelqu'un en face pour dire là, je ne comprends pas, je suis perdu. Les deux entrepreneurs sont tendus. Leur projet va-t-il aboutir? Réponse du tribunal dans quelques jours. Comme on l'a dit tout à l'heure. À plusieurs centaines de kilomètres de là, d'autres, eux, sont déjà projetés dans l'avenir. De toute façon, je pense qu'on va pas passer une super nuit. Chez Elio Corbeil, en banlieue parisienne, on ne se pose plus la question de la reprise. Elle a été acceptée. Reste tout de même maintenant pour l'imprimerie à assurer l'avenir. Et ce sera peut-être grâce à cette femme, Sylvie Nourry, de l'Union des Scopes. Ça va ? Ça va et toi ? C'est une spécialiste en relance d'entreprise. Elle vient aider Bruno dans ses nouvelles fonctions. Et pourquoi t'en as qu'un de chariot qui fait ça ? Ouais, il me semble. L'ouvrier devenu PDG a encore beaucoup à apprendre sur la gestion d'une entreprise. Alors, une fois par mois, c'est un peu comme s'il retournait à l'école. Ce qu'il faudrait qu'on creuse, je pense, c'est la question des matières premières. Il faudrait le remettre en pourcentage du chiffre d'affaires. Tu me suis ? Oui, toi, c'est des pourcentages. Là, c'est des pourcentages, tu vois. C'est par rapport à 100 de chiffre d'affaires, on a tout remis en pourcentage. D'accord. Là, ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est les tableaux de bord, c'est-à-dire d'aider Bruno à mettre en place des indicateurs pour suivre l'activité de l'entreprise. Parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu, ça c'est la vie qui montre ça. Ce qu'il faut, c'est avoir une capacité d'anticipation et de bien cerner les soucis quand ils arrivent. Tout ce qui va être la gouvernance, donc la gestion du conseil d'administration, qui sont des exercices où on n'a jamais été habitué à faire. Là, c'est sur ces choses-là qu'on a besoin d'aide. On a fait le tour. Au dire de sa conseillère, Bruno est un élève attentif, qui progresse vite. Merci. De rien. Il faut dire que l'ex-syndicaliste n'a pas vraiment le choix. Son boulot de patron, il doit l'apprendre au quotidien tout en faisant marcher l'entreprise. Merci. Et parfois, la formation est un peu rude. Ce jour-là, par exemple, dans le centre de Paris, Bruno a un rendez-vous crucial pour l'imprimerie. Pour l'occasion, il a enfilé son costume cravate. Bruno se rend avec ses collègues au siège du journal Le Figaro, leur plus gros client. On va aller au comptoir. Elio Corbeil imprime le supplément télé du quotidien. Monsieur Arraza, bonjour. Ils sont reçus par Sophie Desmar, la directrice adjointe. Dans cette grande salle de réunion, le jeune patron a l'air un peu perdu. Il n'a pas encore complètement l'habitude de ce type de négociation. Vous allez bien ? Ça va. Ça va. Un peu en sous-charge, mais bon. Ah, ça, l'été... Et sa cliente ne va pas lui faciliter les choses. D'emblée, Sophie Desmar met Bruno sous pression. Parce qu'on a un petit problème avec le nombre de calages qui nous sont facturés depuis... Le magazine de calage, c'est le premier numéro qui est tiré, celui à partir duquel tous les autres exemplaires sont imprimés. Visiblement, Sophie estime qu'Elio Corbeil fait trop de calage et qu'elle paye trop cher ses essais. Mais là, en ce moment, surtout vu les paginations qu'on a, Non, ok. là, je vais avoir un problème. Hein. Non, mais pour l'été, là, puisque c'est notre organisation qui provoque ça, ça me paraît logique qu'on vous le fasse pas Un peu décontenancé, Bruno n'a pas le choix. Face à sa cliente, il cède. Ses magazines d'essais, il ne les facturera plus.
l'entrée en matière est un peu sévère. C'est pas l'année dernière. Et comment? C'est dur l'imprimerie. Oui, enfin, c'est surtout dur les imprimeurs, plus que l'imprimerie. Mais si Bruno est prêt à ses sacrifices, c'est parce qu'il sait que Sophie a une proposition très intéressante pour Hélio Corbeil. À l'extérieur, en brochage, c'est relativement... Le supplément télé du journal va bientôt augmenter sa pagination. C'est à l'intérieur, hein, on est bien d'accord. Ça ne peut pas être à l'extérieur. On est bien d'accord. Le contrat en jeu s'élève à près de 700 000 €, environ 6% du chiffre d'affaires annuel de Hélio Corbeil. Ce serait un très joli coup pour Bruno. Ça va nous permettre peut-être d'attraper du volume supplémentaire. Et du volume supplémentaire, il faut du personnel supplémentaire pour le produire. Donc oui, ça peut être générateur d'emplois. Le Figaro réserve encore sa réponse sur le choix de l'imprimeur. Mais visiblement, le courant est passé avec le jeune patron. Au revoir, à bientôt. Bon courage, bon été et surtout une bonne rentrée. La décision du journal pourrait arriver d'ici quelques jours. À bientôt. Si Bruno parvient à signer ce contrat, les efforts des 80 ouvriers n'auront pas été vains. Ils auront gagné leur pari, sauvé leur imprimerie. Dans la région nantaise, Robert et Erwan, eux, n'ont plus que 24 heures à attendre pour savoir si leur offre de reprise sera sélectionnée ou non par le tribunal de commerce. Qu'ils auraient pu nettoyer ça, en fait. Non, mais je parle plus de stock qui est là. Demain, une audience aura lieu. Les juges vont évaluer leur dossier et trancher. Ce week-end-là, les deux cadres peaufinent les derniers détails de leur projet. Ils veulent croire à l'avenir de cet atelier. Ici, 40 emplois sont en jeu. Le produit qui est là, qui est un appareil à gouverner, ça c'est un produit qui au global a une valeur, c'est beau, c'est ça qu'on veut continuer à faire et on veut pas que ça s'arrête et on veut que ces produits-là, ils soient fabriqués en France et en l'occurrence dans cette usine par des ouvriers qualifiés et qui font du super bon boulot. Ça c'est une belle pièce quand même. Ça paraît chaud, hein. Et ce moment de vérité, c'était il y a quelques jours, lundi dernier à Lorient. Avec leur avocat, Robert et Erwan se présentent au tribunal de commerce. Vous la sentez comment, l'audience? Parfait. On a un moral d'enfer. Bonjour. Salut Michel, ça va? Les deux repreneurs tentent de faire bonne figure. Mais les visages sont fermés. Ils écoutent avec attention les dernières instructions de leur avocat. Derrière, l'idée, c'est de vous présenter votre projet, vos perspectives futures, mais sans être trop technique, hein, encore une fois. Mettez-vous dans la situation dans laquelle on est avec des concurrents. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes meilleur? Quelle plus-value vous avez sur le dossier? Vous êtes le directeur commercial, vous êtes le directeur de site, c'est ça. L'audience commence. Elle va se dérouler derrière cette porte, sans caméra. Au bout d'une demi-heure, fin des débats, et surtout, fin de 4 mois d'angoisse. Alors, ça a donné quoi? Perfect. Le projet des repreneurs est validé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ressente? On a tellement travaillé sur ce dossier, il y a eu tellement de rebondissements que, pour être tout à fait franc, là, je suis en train de... Ouais, c'est un soulagement, un gros soulagement. D'une partie du travail accompli. Maintenant, la plus grosse, elle arrive. Voilà. Robert et Erwan ont donc sauvé les 40 emplois de la société Goyot, au moins pour quelque temps. Car leur combat n'est pas terminé. Il faut désormais relancer l'activité de cet équipementier nautique en pleine tempête économique.